Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous les intervenants qui ont discuté de ces différents sujets effectivement très techniques, très précis, et on espère que ça aidera à avoir une réglementation plus précise et plus normée. On voit bien que dans tout ça, c'est la médiation, la discussion qui permet d'obtenir des compromis, parce que justement dans le flou de la réglementation, c'est souvent par là qu'on arrive à avoir une acceptation. On voit même qu'il y a certaines parties de la réglementation qui ne sont pas comprises, mais qui amènent à des plaintes des riverains tout de même. Donc voilà, il y a pas mal de niveaux de complexification de tout ça. On est très content en tout cas que vous y été tous là pour suivre ces sujets très techniques, et je laisse la place à Jean-Paul. Merci. Merci de votre participation, de votre écoute. Moi, ce que je retiens dans l'ensemble de ce débat, c'est que un maître mot, la concertation, la multidisciplinarité, et que on ne l'a pas assez dit, mais pas assez à mon goût, c'est que il faut aussi mettre dans la danse les riverains et les pouvoirs publics, les décideurs, qui sont aussi partie prenante dans la tranquillité publique et dans la limitation des plaintes. Parce qu'on aura beau être carré, etc., si de toute façon derrière vous avez des riverains qui sont pas contents, ils viendront vous embêter. Alors que les mettre dans la boucle, leur expliquer ce qui se passe, comment on envisage les choses, etc., il faut partir du principe qu'une nuisance avertie est moins nocive qu'une nuisance subie. En clair. Donc ce que je retiens de tous ces débats, c'est quand même la nécessité de travailler ensemble. Merci Jean-Paul. Éric. Merci. Éric Alvernia, je représente le Sympaz. Pareil, merci à tous d'être présents. C'est vrai que la question qui me vient, moi, en entendant, et puis je remercie au passage toute cette équipe d'Agissons pour le boulot d'agitation, justement, qui est fait sur toutes ces années. C'est vrai que c'est lent, c'est pas facile. Pour autant, je me disais en écoutant les intervenants, à quel moment, si on arrêtait de converser sur le sujet, par quoi ça va coincer en premier? À quel moment on va être obligé d'arrêter de faire des spectacles, notamment en plein air, puisque vous connaissez le degré d'inapplicabilité de la question de l'émergence. Et je me disais, par quoi ça va venir? Vous avez une idée? Une plainte de riverains. Il n'y a pas d'amende. On n'a pas la structure de mesure encore. On a du mal à définir les choses. Donc je me demandais, Oui. est-ce qu'elles sont effectives? Oui, il peut y avoir il y a déjà des Ça a été, événements ou des Mars lieux. Attack, c'était le cas? Non, pour l'instant, ils ne sont pas fermés. C'est potentiel. Le problème, il est pour la prochaine édition. Alors non, pas pour la prochaine édition. Enfin, on en saura un peu plus dans une semaine à peu près, parce qu'on refait une rencontre avec justement les riverains et les politiques de Marseille, les représentants politiques de Marseille, pour leur présenter le INS qu'on a réalisé. Donc avec la présence de Jean-Paul, avec la présence de tout Agissons qui nous supporte, heureusement qu'ils sont là. Mais si on ne fait rien, alors je pense que pour l'année prochaine ça va passer, mais c'est vrai que si on n'avait rien fait sur l'année 2022, on ne se tenait pas cette année, je pense. Enfin, on ne se tenait pas, ou en tout cas on allait au procès. D'accord. Et en fait, sur une interdiction administrative, ce serait ça la sanction. Alors après, moi je suis pas... Je ne sais pas ce qui va se passer au tribunal, mais en tout cas, là, on a des avocats en face de nous, et on a même maintenant des représentants des ministères de la Santé, ministère de l'Environnement. Voilà, on est face à un groupement de riverains qui a beaucoup de contacts et qui sont puissants. Est-ce qu'il faut qu'on pense à une ZAD aux alentours de Mars Attack? Pourquoi pas, venez, on vous accueille. Parc Borély, c'est très sympa. On va faire ça, oui, c'est vrai. Jackie, qui connaît un petit peu plus les...
Je pense que le gros risque, vous l'avez bien compris, il n'est pas du tout sur des procédures pénales. On n'est pas sur les 1 500 €. Ça ne présente, c'est pas un enjeu fort. Là où l'enjeu est fort, effectivement, ce sont sur les autorisations administratives suite à des saisines de riverains. Et là où on a encore plus de risques, c'est si les événements sont attaqués en civil. Parce que là, on peut effectivement avoir des dommages et intérêts. On voit ce qui s'est passé autour du... Le circuit d'Albi, c'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. Il était attaqué sur la base du décret. Et il y a eu 75 000 € déjà simplement d'amendes qui ont été infligées à l'exploitant, puisque bon, c'est un circuit effectivement automobile, mais il y a un système de sonorisation qui diffuse des messages, etc. Et c'est le même décret qui s'applique pour les festivals. Avec aussi une menace maintenant, c'est que celle-là, bon, c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui s'est passé à Albi. C'est-à-dire que sur Albi, il n'y a même pas de contrôle avec une personne assermentée, puisque ce sont des balises de surveillance acoustique qui ont été officialisées par le tribunal pour pouvoir infliger des amendes. Donc imaginez, si on met un certain nombre de balises acoustiques autour d'un festival, on pourrait obtenir les mêmes résultats sans présence même d'un agent de contrôle. Donc ça va très très loin sur les risques. Donc je pense que moi je ne suis pas optimiste par rapport à ça. C'est simplement qu'il y a un délai de réaction au niveau des autorités pour mettre en place éventuellement des sanctions. Et je pense que le risque, il est réel à terme. Il y a quelque chose qui vient moduler quand même l'espace, c'est que les prestations sont autorisées par arrêté municipal. Et donc la municipalité a une responsabilité dans la tenue de ces événements qui, en plus, se passent, alors dans le cas de Mars Attack, se passe dans une succession d'activités tout au long du mois de juin. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement isolé, c'est sur la zone, sur le quartier, où vous avez un événement majeur tous les week-ends pendant le mois de juin. Et donc là, ça suscite aussi la mise en place, enfin l'appel à responsabilité de la mairie. Donc, et les riverains sont plus axés là-dessus que sur le festival lui-même. Et on a des cas aussi, notamment en Paris et région parisienne, d'autorisation d'ouverture tardive qui ont été refusées. Alors voilà, c'est refusé. On ne dit pas que c'est à cause du décret, on ne dit pas que c'est à cause de l'UNS qui n'était pas là, qui ne convenait pas, parce qu'il n'y avait pas de limiteur, etc. On ne le dit pas tout ça, mais on le sait. En tout cas, nous, voilà, on a quelques petites oreilles qui traînent. Et puis, aussi des festivals qui n'ont pas reçu leur autorisation de diffuser. Parce que, voilà, alors c'est pas dit franchement à chaque fois dans la non-autorisation, mais on sait que c'est parce qu'ils n'ont pas produit de INS, parce qu'il y avait déjà des plaintes des collectivités, parce que c'était des événements avec des esthétiques qui sont particulièrement chargés en basse fréquence et qui ne plaisaient pas au voisinage et aux maires environnants. Voilà, on a déjà des cas comme ça en fait. Donc c'est pas affiché clairement, donc ça sort des radars, mais clairement, ce texte est déjà appliqué et il y a d'autres méthodes pour interdire les lieux ou les événements d'avoir lieu. Alors, Baptiste, tu voulais revenir sur Oui, je voulais juste revenir effectivement sur là, on le voit sur les besoins vraiment de formation des techniciens, des prestataires, de tout le monde sur ces sujets-là. C'est assez nouveau, ces problématiques, surtout sur les émergences. Et donc, ça nécessite que tout le monde soit formé. Les formations, la personne du ministère nous parlait un petit peu de la mise en place de ce genre de formation très prochainement avec l'AFDAS. Voilà, tout ça nécessite aussi des aides financières pour mettre en place toutes ces études d'impact qui sont des nouveaux postes budgétaires. On voit aussi que une fois qu'on a fait les études d'impact, mettre en place les systèmes pour rentrer dans les normes coûte aussi beaucoup d'argent. Donc voilà, bien sûr. À la fin, il faudra qu'il y ait un petit peu des contrôles de tout ça. Ça, c'est vraiment des nouvelles problématiques et ça vient s'ajouter à toutes les autres contraintes budgétaires. Mais clairement, ça arrive de plein fouet pour les festivals. Voilà. 2023, effectivement. Ouais. Éric, tu avais quelque chose à ajouter ? Petite réflexion. On a de l'autre côté de la ville, là, le salon des maires qui a démarré hier, qui finit demain, où je me rendrai d'ailleurs. Je me demandais si
on a prévu, il y a moyen, ou pour l'année prochaine, de faire une intervention dans ce cadre-là. Parce que là, on a... Nous sommes intervenus l'année dernière sur le Ouais. Salon des maires. Cette année, non, parce que on fait nos perspectives sonores. Demain, nous serons au Glazart. Donc voilà, on n'a pas prévu d'y être cette année. Mais on est intervenu effectivement l'année dernière avec la FNCC, justement, pour avoir un petit peu plus de poids, avec l'AMF aussi, voilà, sur ces sujets-là. Bon, je crois que les élus, les collectivités sont un tout petit peu sur d'autres sujets en ce moment. Et donc, bon, je ne pense pas qu'on aurait été accueillis à bras ouverts, ou en tout cas très, très attendus sur ce sujet sur cette année, en tout cas. Parce que pour un festival qui n'a pas le droit d'exercer, qui n'a pas l'autorisation, s'il saute une année et que la programmation est faite, il disparaît. On est d'accord? Enfin, on confirme. Mars Attack ne peut pas se permettre de ne pas ouvrir sa plombe pour toujours. Déjà que voilà, c'est un peu compliqué financièrement. Oui, déjà que c'était pas ça. Les chiffres que j'ai, il faut à peu près 95% de remplissage pour arriver à l'équilibre. Là, cet été, on est même monté à plus avec le cachet des artistes qui a vraiment augmenté, le coût des techniciens qui a tendance à augmenter, le coût du matériel qui augmente, le coût du transport. Tout augmente. Voilà. L'équilibre, il devient quand même assez compliqué. Et comme je le disais ce matin, ce qu'on a fait, nous, sur Mars Attack, ça représente 50 à 60 000 € avec 5% du budget technique. Et donc, du coup, avec une aide très importante de nos collaborateurs techniques et de la gestion qui a pris en charge certaines choses. Voilà, on a été soutenu, mais il restait quand même ces coûts-là. Ouais, non, c'est vraiment un sujet. On sait que là, on est sur un secteur qui est quand même très tendu au niveau financier. Donc, effectivement, de tenter en tout cas de maximiser nos chances de passer en travers des fourches caudines des voisins réticents à nos événements. Je pense que c'est une bonne stratégie, et donc d'essayer de faire au mieux, effectivement, aller jusqu'au bout du décret sur ces émergences. On a bien compris que ce n'était pas possible, mais en tout cas mettre en place un maximum d'actions pour minimiser son impact est plutôt positif, et je crois qu'en plus ça peut servir aussi, parce que j'aime à dire quand même que le son, c'est un tout petit peu le cœur de notre métier. On est là pour servir l'œuvre des artistes, certes, et donc offrir un écrin, on va dire, idéal pour cette œuvre, et puis faire plaisir au public. Donc c'est un sujet finalement central, mais on n'en discute pas si souvent finalement. Et donc peut-être que c'est bien de remettre ce sujet un peu au cœur de nos préoccupations. Nicolas ? Rajouter, il ne faudrait surtout pas qu'un festival se fasse interdire, enfin un festival de renommée qui a un peu de poids, parce que ça va donner des idées à quand même beaucoup de riverains. Donc l'enjeu, il est quand même assez important. C'est pour ça que, enfin voilà, nous, l'année dernière, en toute honnêteté, on l'a fait vraiment dans la précipitation, parce que quand on a senti que ça devenait vraiment sérieux, ces plaintes, et qu'il ne fallait pas laisser passer, il fallait faire quelque chose. On était déjà très avancé, il nous restait plus de 2 mois avant la tenue du festival. Donc on a fait ce qu'on a pu, il y a eu des trous dans la raquette. Là, cette année, on va intégrer beaucoup plus de gens dans la réflexion, en allant jusqu'aux prestataires, en allant jusqu'aux fabricants. Voilà, on essaye de... Et je pense qu'il faut vraiment que... Enfin, si d'autres initiatives se font comme ça, il faut les partager. Et il n'y a que comme ça qu'on va réussir à s'améliorer. Et voilà... Et à maintenir cette révolte face aux riverains. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt en ce moment dans une obligation de moyens. Ils ne nous imposent pas encore l'obligation de résultat. Mais ça va venir. Là, nous, les retours qu'on a eus ont été plutôt de dire merci, mais parce qu'avant on a fait des démos. On les a convoqués en amont du festival, on les a invités sur le jour de calage pour qu'ils viennent voir. Alors très peu sont venus, mais il faut vraiment les intégrer, leur montrer que c'est pas si simple, que c'est compliqué, que la météo peut jouer en notre défaveur ou en notre faveur. Ça dépend de comment sont orientés les vents. Voilà. Mais
aujourd'hui, bon, voilà, on est encore dans une obligation de moyens, mais jusqu'à quand ça, je crois que au niveau du festival, le fait d'avoir démontré qu'il y avait une volonté au niveau de Riverains, ça a permis de calmer au moins sur une année. Pour la prochaine, il faut on est attendu, il faut continuer. L'idée, c'est là où c'est nécessaire d'associer les riverains et ceux qui donnent des autorisations, quand même, dans un processus itératif. Donc bien intégrer le fait que c'est difficile d'avoir le résultat en un coup et qu'il faut améliorer la situation. Absolument. Donc, en conclusion, on peut dire qu'effectivement, c'est un sujet transversal qui implique énormément d'acteurs, qui demande de la formation, qui demande des moyens, de la concertation, mot très fort, et aussi l'aspect artistique. Et nous, demain, on vous invite, si jamais vous n'êtes pas sur les JTSE et que vous avez un petit peu de temps, à passer par le Glazart, où on va vous parler notamment des basses fréquences et de la surcompression, parce que ça a un danger effectivement potentiel sur la santé auditive, mais c'est aussi ce qui nous pose aujourd'hui grandement problème sur l'environnement. Ensuite, on parlera de l'amélioration de l'expérience sonore des publics de concert, et donc là, c'est avec les artistes qu'on va, et les producteurs des artistes, programmateurs d'événements, qu'on va questionner un petit peu le sujet. Et l'après-midi, on sera davantage sur une table ronde sur l'expression musicale sur les territoires, et donc on échangera notamment avec une élue, avec un expert en acoustique auprès de la Cour de cassation, et qui va justement nous parler un petit peu des différents champs qui sont possibles pour les riverains, mais aussi pour les exploitants d'événements. Et puis, on va ouvrir un peu le débat avec un sociologue sur justement le vivre ensemble. Voilà, donc écoutez, le 29 novembre, on terminera ces perspectives sonores avec un webinaire sur les études d'impact des nuisances sonores qu'on ouvre un petit peu aux différents champs aussi européens. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été parmi nous, et puis je vous invite à continuer la discussion en dehors de cette salle.